Les indices boursiers européens peuvent-ils continuer à surperformer les indices US, ce qu'ils font depuis 6 mois? Mais peuvent-ils encore maintenir ce meilleur comportement relatif sur Wall Street alors que, depuis la fin de la semaine dernière, le système bancaire américain est sous pression, avec le bank run que subit la Silicon Valley Bank ou encore la banque liée aux cryptoactifs Silvergate en extrême difficulté? Alors, point complet, masterclass sur les indices boursiers européens ainsi qu'un tuto TradingView. Bienvenue. Alors chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Top Gun de ce lundi 13 mars 2023. Je suis ravi de vous retrouver, on va parler de l'actualité, c'est certain. Les banques qui trébuchent, les banques traditionnelles, Silicon Valley Bank, c'est quand même entre la 15e et la 20e banque américaine et elle subit une demande massive de retrait. Cela pourrait mettre en difficulté de nombreuses startups car elle finance de nombreuses startups. Bref, la Silicon Valley Bank, nous allons en savoir davantage tout au long de la semaine. Mais ce que je vous propose dans cette nouvelle édition du Top Gun, les indices boursiers européens. Je vais en parler en détail cette fois-ci. Vous me l'avez demandé d'ailleurs dans les commentaires des dernières vidéos, donc je vais revenir sur ces indices boursiers européens qui surperforment depuis le mois d'octobre dernier. C'est vrai que le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx 50, alors malheureusement pas le SMI, mais je vais vous expliquer pourquoi le SMI est plus faible de tous les indices boursiers européens. Et il a d'ailleurs en dollars une performance à zéro depuis maintenant le début de l'année. Je vais tout vous expliquer car tout s'explique de manière rationnelle. Alors, voilà le topo. Dans cette nouvelle vidéo, c'est encore plus ou moins un nouveau concept. C'est-à-dire que ce sera une mini masterclass sur les indices boursiers européens. On va tout reprendre en détail. Et surtout, vous savez que je construis un certain nombre de slides. Et j'utilise beaucoup pour ça TradingView. Eh bien, je vais vous montrer comment j'ai construit quasiment tous mes slides. Donc on va prendre le temps, ça va être une sorte de tutoriel de l'utilisation de TradingView qui vous permettra en fait d'aller chercher les mêmes données que moi. Et cette fois-ci on va prendre le temps parce qu'à chaque fois je passe rapidement. Donc voilà, le concept ici sera à nouveau encore celui d'une vidéo longue, mêlant mini masterclass et tutoriel TradingView et je compte sur votre like pour convaincre le sceptique Swissquote, notre hôte, que ce concept aussi, masterclass / tuto, vous plaît aussi. Donc voilà, les indices boursiers européens. Alors, les indices boursiers américains, eux, sont toujours en bear market, et la faillite, le bank run que subit la Silicon Valley Bank a prolongé les signaux techniques baissiers. Le Dow Jones est sorti par le bas d'une compression chartiste, le S&P 500 casse des supports, le Nasdaq casse des supports. Les indices boursiers européens, alors, dont la composition aussi est forgée, il y a une part importante des valeurs bancaires, elles ont subi un effet de contagion, mais globalement, les indices boursiers européens sont quand même encore perchés tout en haut. D'ailleurs, eux, s'ils cassent un support, mais ça, alors j'y viens. D'ailleurs, regardez la barre de temps, j'ai tout chapitré. Si c'est la partie analyse technique des indices boursiers européens, sont-ils menacés? Peuvent-ils briser un support? Jusqu'où peuvent-ils retracer? Et s'ils tiennent le support, quelles sont les cibles? Enfin voilà. Ça, je parle de ça à la fin de la vidéo, CAC 40, SMI, DAX. Je vais même vous introduire des indices boursiers européens qu'on utilise moins, que vous connaissez moins, mais qui sont majeurs. L'Eurostoxx 600, qui est l'équivalent du S&P 500, et l'Eurostoxx 50. Pourquoi? Parce que c'est le contrat futur le plus tradé par les investisseurs institutionnels en Europe. Voilà, chers amis, et donc on attaque Masterclass indices boursiers européens. Cette histoire de surperformance, de meilleur comportement relatif, comment bien l'appréhender, quelles sont toutes les raisons, la situation technique actuelle et le tuto TradingView, c'est parti. Chers amis, le plan s'affiche sous vos yeux. Le CAC 40 peut-il... Alors j'aurais pu titrer les indices boursiers européens peuvent-ils continuer à surperformer les indices boursiers américains dans ce nouveau contexte de panique bancaire dont nous allons en savoir bien davantage tout au long de la semaine. Le plan de l'émission s'affiche sous vos yeux. Alors effectivement, les indices boursiers américains, eux, restent en bear market. Les indices boursiers européens, eux, sont tout en haut, mais attention, il y a un potentiel de retracement. Nous allons regarder ensemble toutes les façons d'appréhender, de bien comprendre la surperformance des indices boursiers européens. Je vais vous introduire le concept de force relative, c'est-à-dire le ratio de force relative, pour déterminer quel indice boursier est en phase de surperformance et de sous-performance. Et je vais vous montrer comment sur TradingView le construire. Ensuite, pour bien faire une comparaison, je vais vous montrer comment l'on convertit les indices boursiers européens en dollars US, c'est-à-dire comment on convertit le SMI du CHF en USD, comment on va convertir les indices boursiers de la zone euro en USD, car en fait on ne peut pas comparer les choux et les carottes. J'aime bien cette expression. Mais si vous faites un exercice de comparaison de performance depuis le début de l'année ou depuis 6 mois, et que vous comparez
la performance du CAC 40 en euros, du S&P 500 en dollars et du SMI en CHF, ça ne va pas le faire. Il y a l'effet change qui peut tout perturber. Il faut tout convertir en une monnaie. Alors bien sûr, moi, sur mon slide, tout est prêt, mais je vais aller sur TradingView vous montrer comment j'ai fait. Ensuite, nous allons voir ensemble les 4 grandes raisons, les 3-4 grandes raisons qui font que les indices boursiers européens ont eu un meilleur comportement relatif que les indices US depuis 6 mois. Bon, ça, de toute façon, ça saute aux yeux. Le CAC ayant mi-février fait un nouveau record historique. Alors maintenant, oui, on s'en est éloigné, certes. Et les indices US, eux, cassant des supports. Mais il y a des raisons à ça. Elles sont d'ordre des taux d'intérêt, de la composition sectorielle, de la valorisation boursière, de l'exposition au commerce international, de l'exposition à la Chine. J'ai tout rassemblé, j'ai tous les chiffres. Donc voilà, là ce sera la partie masterclass. Voilà, je n'ai que la main droite pour mettre le guillemet ici de droite. Ensuite, nous allons voir le tour d'horizon technique. Voilà, on va revenir un peu au concept standard de l'émission et toujours avec la partie tutoriel TradingView. Voilà, allez, c'est parti. J'ai l'impression d'avoir doublé mon introduction là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, moi, j'ai décidé de prendre le temps pour déployer ces présentations. Parce que voilà, j'estime que voilà, effectivement, alors il y a une très bonne stratégie qui a été donnée par une personne dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vous remercie de vous en laisser. Hein. Et puis, tous vos likes m'ont beaucoup touché sur le format long de la semaine dernière. Effectivement, vous pouvez utiliser la barre dans les options de la vidéo sur YouTube, vous pouvez augmenter la vitesse de défilement. Et donc, pour éventuellement arriver à tout suivre sans que je vous ennuie très rapidement, avec ma voix trop lente et trop je ne sais pas quoi, vous pouvez faire x1,5 ou x2 pour la vitesse de défilement. Voilà, c'est une petite option pour que la vidéo soit plus digeste. Le ratio dit de force relative, l'outil technique qui permet de savoir qui surperforme entre deux actifs financiers. Alors effectivement, c'est la base. Définition d'une courbe de force relative. En fait, la question à laquelle ici j'essaye de répondre, imaginez, voilà, un ami vous pose la question, entre le SMI ou le CAC 40, quel est celui qui a un meilleur comportement relatif? Alors attention, la surperformance, c'est juste un meilleur comportement relatif. C'est-à-dire que si le SMI fait moins 20 et le CAC 40 moins 10, on dira quand même que le CAC 40 surperforme. Il faut bien comprendre ça. Si le SMI fait plus 40 et le SMI plus 10, le CAC 40 plus 10, les deux montent, mais le SMI a une meilleure performance. Donc c'est ça la surperformance. Mais la surperformance ne signifie pas la tendance haussière. Mais ça, vous l'avez compris. Alors, justement, l'outil de base, et vous allez voir en fait que ce meilleur comportement relatif des indices boursiers européens, c'est une vraie rupture depuis 15 ans, depuis la crise des subprimes en 2008, où les indices US n'avaient fait que surperformer. Comment vous faites? Il faut construire un ratio. Alors un ratio, c'est une fraction mathématique. Vous vous souvenez toutes et tous comment ça fonctionne. Vous avez donc un numérateur sur un dénominateur. Donc on va prendre par exemple le CAC 40 sur le S&P 500. Lorsque vous allez représenter sous la forme graphique ce ratio, je vais vous montrer comment on fait sur TradingView, ça va vous donner une courbe qui aura une direction. Si la direction est haussière, le numérateur surperforme. Si la direction est baissière, le dénominateur surperforme. Donc si la direction est haussière, le numérateur surperforme. Si la direction est baissière, le dénominateur surperforme. Donc voilà, et ensuite vous voyez où vous placez les indices. Il y a une chose importante, qui est même majeure, les indices ne sont pas forcément tous libellés dans la même devise, il faut donc effectuer une conversion pour avoir une vraie courbe de force relative. Et moi j'ai donc tout exprimé en dollars US. Maintenant je vais vous montrer sur TradingView comment on crée le ratio, et je vais vous montrer comment on convertit dans la même devise. Comme ça, au moins, vous aurez donc toutes les informations. Alors, donc, la définition d'une courbe de force relative, hein, c'est une courbe dont la direction représente le cycle de sur- et sous-performance entre deux actifs financiers. Construction d'une courbe de force relative, la représentation graphique d'une fraction entre un numérateur et un dénominateur. Et vous avez ici donc la courbe de force relative entre l'Eurostoxx 600. Alors l'Eurostoxx 600, c'est vrai qu'il est moins utilisé, mais moi je vous conseille de l'utiliser pour l'analyse technique, au moins pour la big picture. Ce sont les 600 plus importantes capitalisations boursières européennes. Je les convertis en USD et j'ai divisé par le S&P 500. Et donc vous pouvez constater que depuis la crise financière, depuis la crise des subprimes, eh bien la courbe était baissière. Il y avait eu d'ailleurs une cassure chartiste. Il y a eu 15 ans de sous-performance, la courbe étant baissière, le numérateur sous-performe, et là, depuis 3 mois,
on a une cassure haussière de ce trend. Et effectivement, l'analyse technique du ratio nous le disait en fait, que les indices européens allaient avoir un meilleur comportement relatif que les indices US. Alors, je vais passer sur TradingView, vous montrer comment j'ai construit ce ratio, et ensuite, nous allons regarder ensemble cette histoire de conversion. Alors, là, je suis à nouveau sur TradingView, donc vous retrouvez mon chart. D'ailleurs, avec la mise sous pression du secteur bancaire américain, vous pouvez constater là que ça continue de pousser vers le haut. Donc, les actions européennes continuent d'avoir un meilleur comportement relatif que les actions américaines. Alors, comment je fais? Vous avez ici en haut à gauche une barre de construction de symboles. Eh bien donc, tout simplement, vous saisissez donc le premier indice. Alors, moi j'ai sélectionné ici le SXXP, qui est le code mnémonique du Eurostoxx 600. J'ai utilisé la fonction multiplication, ici. J'ai multiplié par l'euro-dollar, donc ce qui me donne un Eurostoxx 600 en dollars américains. Et j'ai ensuite utilisé la fonction mathématique division, qui est ici, divisé par le S&P 500. Voilà. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. TradingView vous permet, avec ces petites fonctions mathématiques, de faire ce que vous voulez. Voilà donc pour cette première partie tuto. Maintenant, nous allons regarder ensemble la comparaison des indices boursiers depuis le début de l'année. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est la performance. Regardez bien à droite l'axe des ordonnées. J'enlève la petite webcam. Vous avez la performance des indices boursiers, en dollars américains depuis le début de l'année. Oui, j'ai donc ici à nouveau exprimé tout en dollars américains. Et donc, depuis le début de l'année, en dollars américains, le CAC 40 est en hausse de 10%, le DAX en hausse de 9%, le SP500 plus 4%, le Dow est à 0%, et le SMI est à moins 1. Alors me direz-vous, je parle de surperformance des indices boursiers européens, pourquoi le SMI, ce n'est pas le cas? Eh bien, j'y viens tout à l'heure dans la partie composition sectorielle. Là, malheureusement, le SMI souffre de la surreprésentation dans sa composition du secteur de la santé et de l'alimentation. Voilà, en gros, Roche Novartis, Nestlé, ça le pourrit, si vous me permettez cette expression. C'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment une histoire de pondération boursière de certains titres dans la modélisation mathématique du SMI. C'est ça qui fait qu'il est en retrait. Alors que pourtant, c'est un des indices les plus exposés au commerce international, en termes de part de chiffre d'affaires des entreprises du SMI, qui est réalisé abroad, qui est réalisé à l'étranger. Donc, je reviens sur ce petit slide. On ne peut pas comparer les choux et les carottes. Pour faire une vraie comparaison, il faut donc savoir qui est le plus performant. Il faut donc convertir les indices boursiers européens en dollars américains. Et pourquoi le dollar américain? Parce que le dollar US est la devise majeure du marché d'échange. Je vous rappelle ici les données que j'ai pu vous communiquer dans le dernier Fast and Forex de la Banque des règlements internationaux, qui est la banque centrale des banques centrales, le dollar américain représentant donc à lui seul une part de marché de 88% du Forex. Alors comment faire? Eh bien, afin de procéder, il vous faut multiplier le cours du SMI par le taux de change CHF-USD et le cours du CAC 40 et des indices boursiers en euros par le cours de l'euro-dollar. Alors, partie maintenant tuto TradingView. Comme ça, j'enchaîne et j'essaie de garder cette structure tuto et les slides. Donc, je suis à nouveau ici sur TradingView. Vous retrouvez donc ce slide que j'ai construit. Alors, comment j'ai fait? Il y a plusieurs choses. J'ai déjà pris ici, donc je vais dans la barre des symboles. J'indique donc l'indice du CAC 40. Donc, j'ai fait une recherche, j'ai mis CAC 40. J'utilise la fonction mathématique ici, multiplication, que vous avez ici en haut à droite, et je multiplie par le cours de l'euro-dollar. Et j'ai donc mon CAC 40 en euro-dollar. J'ai fait pareil avec le DAX euro-dollar. Alors comment j'ai mis sur le même graphique? Eh bien vous avez ici le bouton comparer le symbole. Et donc ici, je suis allé mettre mon DAX multiplié par l'euro-dollar. Et en utilisant ici cet outil comparaison, vous pouvez sur le même graphique rajouter autant de lignes que vous voulez. Et j'ai donc à la fin mis le SMI multiplié par le CHF-USD pour avoir un indice suisse exprimé là aussi en dollars américains. Donc effectivement, depuis 6 mois, c'est une réalité. Les indices boursiers européens sont en surperformance vis-à-vis des indices boursiers américains. Très bien. Maintenant, les indices boursiers américains restent en bear market. Clairement, le S&P 500 sous la résistance à 4200 points. Et puis en plus, avec les difficultés maintenant de la Silicon Valley Bank et de Silvergate, la banque des cryptoactifs,
ça les met encore plus sous pression. Les indices européens, eux, attention, il y aura quand même un effet d'entraînement. Si les indices boursiers US cassent encore trop de support, les indices boursiers européens vont retracer davantage depuis les récents records. Jusqu'à où? Eh bien ça, je vais, dans la dernière partie de la vidéo, je vais faire le point technique. Donc d'ailleurs, si vous voulez y aller tout de suite, parce que vous en avez déjà marre, vous avez la partie technique, c'est chapitré dans la barre de temps, n'hésitez pas. Et oui, donc merci pour vos likes, merci pour vos likes, cela m'est très agréable et cela est une façon aussi de montrer à notre hôte, Swissquote, que ça vous plaît parfois. Des petits formats un peu alambiqués. Raison numéro 1 du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens vis-à-vis de Wall Street depuis 6 mois. La raison numéro 1, elle est du fait du cycle des taux d'intérêt. Alors, sur les marchés financiers, les taux d'intérêt sont la rémunération du cash et du marché obligataire. Vous avez bien compris. Les actions sont donc les actifs risqués. Vous savez, en bourse, les gérants, tout n'est qu'arbitrage. Tout n'est que subtilité dans la modulation de l'allocation d'actifs. Oula, c'est compliqué ce que je viens de dire là. Mais moi, j'ai pas compris. Bon, en gros, un gérant, il lève des fonds. Soit il le met sur des placements monétaires. Ces placements monétaires sont rémunérés par le taux d'intérêt associé à la monnaie. Soit il le met sur le marché obligataire. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a 4 semaines. Les obligations rémunèrent par un coupon, un rendement, un taux d'intérêt. Et les actions, c'est le dividende et l'évolution du prix de l'action. Alors, sur les obligations, il y a aussi l'évolution du prix de l'obligation. C'est le mark-to-market. Bon. Mais concrètement, en général, lorsque la rémunération du cash et des obligations augmente, cela détourne des fonds du marché action. Parce que sur l'obligation, sauf défaut, le taux d'intérêt, il est garanti. Vous avez le rendement garanti. Le dividende de l'action, il n'est pas du tout garanti. Ça dépend des résultats de l'exercice de l'entreprise qui est concernée. En fait, ce qui se passe, pourquoi les indices boursiers européens sont remontés comme ça tout en haut? C'est parce que les taux d'intérêt en Europe, oui, certes, sont en hausse, mais l'inflation est tellement élevée que les taux d'intérêt réels, c'est ça que regardent les investisseurs institutionnels, sont largement négatifs. Les taux d'intérêt réels au sein de la zone euro sont 3 fois plus négatifs qu'aux États-Unis. Je vais vous montrer cette information sur TradingView et je vais vous montrer comment, sur TradingView, obtenir le même graphique que moi. Donc on reste dans cet aspect tuto. Donc voilà, les informations ici sont en lieu. Et oui, et donc ce qui est important de savoir, c'est que la plupart des arbitrages se font en général au sein des maisons de gestion de chaque zone géographique. Donc, voyez le graphique que vous avez sous les yeux. Je vais aller d'ailleurs dessus en temps réel sur TradingView. Donc vous avez les informations en bleu concernent la zone euro. Les informations en vert concernent le dollar américain. Ici, vous avez 8,50, c'est le taux d'inflation en Europe. Alors au passage, vous voyez tous les codes ici. Ça vous permet d'afficher les mêmes informations que moi en saisissant ici les mêmes codes. Donc pour l'inflation en Europe, c'est EUIRYY. Là, vous avez l'inflation aux États-Unis, 6,40, qui est au passage mise à jour cette semaine. 6,40. Ici, vous avez le taux d'intérêt directeur de la Fed, USINTR. Ici, vous avez le taux directeur de la Banque Centrale Européenne, EUINTR. Et donc, ici, j'ai fait la soustraction, le taux directeur moins l'inflation. Et regardez les taux réels au sein de la zone euro. Moins 5,50. Alors qu'aux États-Unis, ils sont presque positifs. Vous avez là la raison majeure du fait que les gestionnaires européens sont davantage allés vers les actions européennes que le cash ou les obligues, parce que le cash et les obligues, non seulement ça rapporte zéro, mais ça a même un rendement négatif. Ce rendement négatif, lorsque l'inflation sera revenue à 2%, si Dieu le veut, bien sûr, à Dieu de la bourse, bien sûr, je précise, là, oui, il y aura une rémunération vraiment attractive sur le cash et les obligues. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je pense que c'est une des explications qui a expliqué que les indices européens, entre octobre et là jusqu'à récemment, et avant ce choc bancaire qui, à mon avis, va être compliqué aux États-Unis, il va falloir suivre ça, c'est ça qui a été une des raisons de l'explication de ce meilleur comportement relatif des indices boursiers européens. Alors, comment j'ai fait sur TradingView pour faire tout ça? Donc ici, vous avez les codes, et ensuite, ici, j'ai fait une soustraction. Eh bien, je vous renvoie ici à la barre d'outils mathématiques, enfin outils, les petites fonctions mathématiques de base, et vous avez ici le petit signe au moins pour faire votre soustraction. Et vous pouvez ensuite afficher plusieurs courbes sur le même graphique, je vous remontre, en utilisant ce bouton cerclé plus ici, qui vous permet de faire des comparaisons.
Donc, alors maintenant, en ce qui concerne cette inflation, les taux d'intérêt réels, vous savez, à un moment ou à un autre, avec la récession qui se profile, la récession est désinflationniste. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vous montrer dans la dernière vidéo que j'ai faite de Top Gun sur la perspective de récession. Moi, je ne serais pas surpris, vous allez voir, qu'à horizon 3-4 mois, les taux d'inflation se mettent à chuter, notamment aux États-Unis et aussi en Europe. In fine, pourquoi? Parce que la consommation commence à battre de l'aile. La consommation commence à battre de l'aile. Et soyez certains qu'aux États-Unis, ce qui se passe là, le choc bancaire, il y a un certain nombre de dépositaires qui n'auront pas le choix, qui vont devoir licencier. Je ne souhaite pas. En fait, là, attention, il n'y a pas de jugement ou de souhait quelconque. J'examine juste les faits. Donc, honnêtement, je ne vois pas comment on va échapper à cette récession. Alors, à son degré, c'est un autre sujet. Et je ne vois pas comment elle ne serait pas désinflationniste. Il n'y a aucun cas de figure historique de récession qui n'ait pas été désinflationniste. Donc voilà, ça c'est la raison numéro 1. Maintenant, examinons la raison numéro 2 du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens depuis le mois d'octobre dernier. Alors, le meilleur comportement relatif d'ailleurs des indices boursiers européens depuis le mois d'octobre dernier, en fait, ça consistait en quoi? C'est les indices européens sont remontés tout en haut et les Wall Street a baissé. En gros, c'est ça, donc, où il restait flat. Mais là, Wall Street casse des supports. Alors maintenant, regardez ce que vous avez sous les yeux. La raison numéro 2, c'est la composition sectorielle. Dans le S&P 500, dans le Dow Jones, vous avez beaucoup de valeurs de la tech. C'est normal, les stars de la tech sont états-uniennes. Ce sont des titres qui, en bourse, souffrent énormément de la remontée des taux d'intérêt nominaux. Du fait, en fait, de la façon dont on les valorise et la façon dont on actualise les flux futurs pour ces valeurs dites de croissance, où lorsqu'on actualise ces flux futurs, le taux d'intérêt est au dénominateur. Enfin, vous comprenez le sujet. Donc, si on augmente la valeur du dénominateur et qu'on ramène ça à la valeur actuelle, ça diminue la valeur actuelle. Bref, ce sont des valeurs qui souffrent de la remontée des taux d'intérêt. Et d'autre part, les actions des indices US sont nettement moins exposées à l'international que les actions européennes, en particulier à la Chine. Donc, c'est d'abord de la composition sectorielle. Il y a beaucoup plus dans les indices boursiers européens de secteurs cycliques exposés, et en particulier à la reprise de la Chine, par exemple, depuis 3-4 mois, qui a boosté le secteur de luxe du CAC 40. Alors, on va regarder ça en détail, et je vais vous montrer comment obtenir tous ces beaux petits graphiques, parce que ça, c'est pas moi qui l'ai créé, j'ai tout pris sur TradingView. Il faut juste savoir comment l'utiliser. Donc, la raison numéro 2 a été la composition sectorielle des indices boursiers européens, davantage centrés sur les activités cycliques traditionnelles. Les secteurs technologie et communication sont des valeurs de croissance très sensibles à la hausse des taux d'intérêt nominaux, et regardez dans la composition du Dow Jones, le poids ici de la tech, on a déjà 17 et 10, on a déjà du 27%, alors que par exemple dans le CAC 40, vous avez 16% de consommation non durable. Jusqu'à récemment, les valeurs de la finance étaient remontées tout en haut, alors maintenant ça ne va plus être le cas, il faut faire attention à ça. Et si vous prenez dans le SMI, le SMI, le problème c'est que lui, il est comme les indices US, mais c'est parce qu'il a en lui un quart de valeur de la santé. Et malheureusement, ces valeurs de la santé, c'est un secteur défensif. Et donc, depuis le mois d'octobre dernier, c'était les valeurs cycliques offensives qui surperformaient. La santé est restée plutôt basse. Mais ça, vraiment, le SMI, il est vraiment handicapé par sa composition. Alors par contre, en période de récession, le SMI aura un meilleur comportement relatif parce qu'il a davantage de valeurs défensives en lui. Donc ça dépend du cycle économique dans lequel, justement, nous sommes à chaque fois. Alors, attention aussi au cas particulier du Dow Jones, dont le calcul n'est pas la pondération mathématique de la capitalisation boursière, mais le Dow Jones, lui, est calculé en fonction du prix de chacune des actions. En fait, le poids, en fait, de chaque action dans le Dow, c'est en fonction du prix, et pas de la capitalisation boursière, ce qui est assez original. Maintenant, est-ce que vous souhaitez obtenir ces graphiques? Eh bien, je vous montre comment faire. Maintenant, partie tuto TradingView. Alors, je suis ici sur TradingView. Je vais aller chercher les indices boursiers. Alors, on va prendre les principaux indices. Donc là, je vais dans la liste des principaux indices. On peut prendre, écoutez, prenons l'exemple ici du CAC 40. Je fais donc un clic droit et je vais ouvrir l'indice CAC 40. J'ai fait un clic gauche, pas un clic droit. Ensuite, ici, vous avez donc les composantes, les actions qui composent l'indice CAC 40. Ici, donc, j'ai créé mes listes. Moi, ici, j'ai un certain nombre de listes que j'ai créées. Et là, vous pouvez faire un clic droit. Je prends Danone, par exemple, et ajouter à la liste de votre choix.
Donc moi, j'ai tout ajouté à ma liste CAC 40 et j'ai ainsi ajouté toutes les valeurs du CAC 40 à ma liste. Ensuite, j'ai ici donc ma liste CAC 40 et regardez ici, tout en haut, vous avez un bouton, un petit cercle avec une sorte de petit cercle camembert. Je clique dessus pour faire franchouillard et voilà, j'obtiens toutes les informations. Donc je vous remontre, vous avez créé votre liste CAC 40, mais j'ai aussi créé ma liste SMI et je peux cliquer sur ce petit logo et j'obtiens ainsi toutes les informations. Ici, je peux même faire des tris en mode Excel. Enfin voilà, c'est vraiment super bien fait et très intéressant. Donc voilà, chers amis, comment obtenir toutes ces informations sur la composition sectorielle. Raison numéro 3 du meilleur comportement relatif des indices boursiers européens vis-à-vis des indices US depuis maintenant un certain nombre de mois, la part du chiffre d'affaires réalisé avec la Chine et à l'international en général. Alors, plusieurs informations, et j'enlève ici la petite caméra. Le S&P 500. Le top 500 des entreprises US ne réalisent que 40% de leur revenu brut à l'international. Alors que pour le CAC 40, les plus grandes entreprises françaises réalisent 78% de leur revenu brut à l'international. Mieux, pour le SMI, les multinationales suisses réalisent plus de 85% de leur chiffre d'affaires à l'international. Pour le seul secteur du luxe, les 4 titres du CAC 40, LVMH, L'Oréal, Kering, Hermès, réalisent 32% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé avec la Chine, même pas à l'international, avec la Chine. Alors que moins de 5%, à peine 5% des entreprises du S&P 500 réalisent plus de 10% de leur chiffre d'affaires avec la Chine. Donc en fait, le meilleur comportement relatif des indices boursiers européens, et en particulier du CAC et du DAX depuis le mois d'octobre dernier, c'était vraiment lié à la dynamique internationale. Et donc, et pour le CAC 40, clairement, vous enlevez les valeurs du luxe du CAC 40, il n'était pas remonté sur ses records historiques. Et vous avez vu, c'était la Chine, la fin de la politique de zéro Covid, etc. C'est ça qui a boosté l'indice depuis 3-4 mois. Donc ça, c'est à savoir. Alors maintenant, je vais vous montrer sous les yeux comment obtenir ce que j'ai créé. Vous avez ici les heatmaps. Qu'est-ce que c'est la heatmap? Eh bien, c'est la composition d'un indice. La taille de chaque quadrilatère dépend de la capitalisation boursière. Et donc, vous voyez, la heatmap depuis le début de l'année pour le CAC 40, LVMH, L'Oréal, Hermès, et regardez le poids dans l'indice. Donc non seulement c'est 30% du CA en Chine, et c'est 35% du CAC. Et malheureusement, vous avez ici l'explication de la faiblesse du SMI. Eh bien, le SMI, ses poids lourds, Roche, Novartis, Nestlé, sont des secteurs défensifs, malheureusement. Donc c'est vraiment une histoire. Le pauvre SMI qui a échappé un peu à ce meilleur comportement relatif, c'est vraiment une histoire de composition sectorielle. Maintenant, vous souhaitez avoir les mêmes heatmaps que moi. Vous allez ici donc sur la page d'accueil de TradingView et vous avez dans Produits, vous avez carte thermique. Carte thermique, ici, vous cliquez sur Action. Et vous arrivez donc sur les fameuses heatmaps. Alors, vous pouvez mettre en performance sur to date, ce sera la performance depuis le début de l'année. Et là, vous choisissez l'indice de votre choix. Donc voilà, on va prendre le DAX pour changer, je n'avais pas pris le DAX. Voilà la heatmap du DAX depuis le début de l'année. Je peux aussi mettre la performance du DAX depuis 6 mois, year to date étant la performance depuis le début de l'année. Et donc voilà, l'automobile allemande extrêmement exposée aussi à l'international. Voilà, vous avez donc l'explication ici, une des explications majeures qui a fait que les indices boursiers européens ont surperformé Wall Street. Alors maintenant, raison numéro 4, la valorisation des indices européens jugés moins chers selon les standards de valorisation. Alors là aussi, nous allons, pour évoquer ces standards de valorisation, j'utilise le Price Earning Ratio, TTM et Forward. Le Price Earning Ratio, c'est le prix d'une action rapporté soit aux bénéfices des 12 derniers mois, soit aux bénéfices prospectifs attendus des 12 prochains mois. Mais ça, j'en ai déjà parlé avec vous. Ce sujet des bénéfices prospectifs, c'est au doigt mouillé. S'il y a récession, là actuellement, le consensus, il est qu'on évite encore une récession. C'est un peu en train de changer, mais bon. Et donc, les bénéfices prospectifs, comme je vous ai montré dans mon émission d'il y a 2 semaines, sont encore perchés tout en haut. Alors effectivement, lorsqu'on compare là la capitalisation boursière et les bénéfices attendus, oui, les actions ne sont pas chères par rapport à leur moyenne, selon le PE. Et donc c'est le PE forward.
Comme le PE Forward, c'est un peu au doigt mouillé, moi j'utilise le price earning de Shiller, qui compare le prix là d'une action, non pas aux bénéfices attendus les 12 prochains mois, mais aux bénéfices réalisés sur les 10 dernières années, donc au moins là c'est du concret, et en plus c'est retraité de l'inflation. Et on a le price to book, qui est le prix d'une action, par rapport à ce que l'entreprise a dans son bilan, moins les dettes, donc l'actif net. Voilà. Et donc effectivement, lorsqu'on compare selon ces standards de valorisation les indices boursiers européens aux indices US, les indices boursiers européens sont moins chers. Ce qui a expliqué, et le sont encore, ce qui a expliqué le meilleur comportement relatif des actions européennes depuis le mois d'octobre dernier vis-à-vis de Wall Street. Maintenant, ces histoires de bénéfices prospectifs qui en Europe sont encore attendus très hauts, c'est beaucoup d'hypothèses. S'il y a une déception sur ces bénéfices attendus, bah non, là, les actions européennes ne sont pas moins chères. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Mais c'est vrai que avec le PE de Shiller, où là, du coup, on a quand même quelque chose qui est concret et qui est déjà réalisé, en effet, elles sont moins chères. C'est un fait. C'est un fait. Alors, voici ici les informations que j'ai rassemblées dans un tableau. On va zoomer dessus. Est-ce que ça vaut le coup de zoomer dessus pour voir un peu mieux? Voilà, hop. Donc, vous avez l'indice S&P 500 a un PE forward, donc la capitalisation boursière du S&P 500 par rapport aux bénéfices attendus ces 12 prochains mois de 20, la CAC 40 de 7 et le SMI. Alors voilà, on a peut-être qui est déjà aussi au-dessus de 20. Alors j'ai uniquement le PE de Shiller ici pour le S&P 500 et là vous avez les données du price to book. D'ailleurs au passage, si je rezoome sur le S&P 500, bon, en termes de valorisation, nous sommes encore loin des niveaux qui avaient créé le début du bear market en décembre 2021, janvier 2022. Mais là aussi, ça dépend en grande partie de ces bénéfices prospectifs et je trouve que c'est souvent un peu trop au doigt mouillé. En tout cas, eh bien, on a une deuxième explication du fait que le SMI ait pu sembler décevant, même plus que sembler, ait été décevant que vis-à-vis du CAC 40. Ou du DAX. Alors maintenant, on va faire la partie technique. Avant de faire la partie technique, même si vous ne le tradez pas, vous avez deux indices européens à analyser en priorité avant vos indices boursiers nationaux. Quand je dis avant vos, c'est-à-dire avant le CAC 40 pour les francophones de France et le SMI pour les francophones de Suisse. Alors, la société stocks.com fait maintenant partie de Contigo. Vous avez son site internet qui est ici. Il y a deux indices qui sont très importants à savoir et je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez déjà l'Eurostoxx 600, son code SXXP sur TradingView. Parce que c'est l'équivalent de l'indice S&P 500 pour les États-Unis. Ensuite, vous avez le contrat futur Eurostoxx 50. Pourquoi? Parce que chez les gérants d'actifs, c'est le contrat à terme le plus tradé, clairement, on dirait, par les gérants actions traditionnels. Parfois, pour se couvrir contre une baisse à venir de leur portefeuille action, ils vont shorter par exemple des contrats futurs Eurostoxx 50. C'est celui qui est le plus propre, il ne faut jamais jouer contre lui. Et en plus, il intègre, c'est pas un européen. Donc il faut commencer par ça, et ensuite on va regarder le CAC, le DAX, le SMI et le Dow Jones. On va finir par le Dow Jones qui vient qu'à sortir par le bas d'une pattern, eu égard avec ces difficultés-là du secteur bancaire des États-Unis. Alors, et voilà, donc c'est parti, nous passons à ces sujets. Donc ça, je retire. Voilà, donc les indices. Alors je commence par le Dow. L'indice Dow Jones, qui est clairement sous pression. Voilà l'impact en fin de semaine dernière des difficultés de la Silicon Valley Bank, qui est quand même, je ne sais plus exactement le classement, mais entre la 15e et la 20e place des banques américaines. On est sorti par le bas de cette longue consolidation qui avait commencé depuis le début de l'année. Le Dow Jones qui est en train de rebasculer sous sa moyenne mobile à 30 semaines. Et si j'y ajoute les enseignements du système Ichimoku, on rentre à nouveau dans le nuage. Dernière chance pour le système Ichimoku, c'est le niveau des 31 700 points, en fait, qui représente 50% de toute cette chose. C'est le dernier niveau sur lequel le marché peut se reprendre en début de semaine. S'il le brise, eh bien, en route vers les plus bas du mois d'octobre dernier. Donc ça, ce sera vraiment un niveau très important à suivre. Alors, les indices boursiers européens. Commençons par le cours du CAC 40.
Déjà, pour le cours du CAC 40, on va regarder la Big Picture. Alors, Big Picture, c'est les bougies japonaises en données mensuelles. Il y a une difficulté. Alors déjà, nous sommes dans la 5e vague de hausse. Vous connaissez le principe du cycle héliotiste complet. Il y a un risque et en même temps une opportunité. Vous voyez bien que depuis le point bas du Covid, en mars 2020, une première jambe de hausse, une 2, une vague 3, on a fait une 4 ici, alors qui est parfaitement légitime parce qu'elle ne revient pas enfoncer le top de la 1, et nous sommes dans une 5e vague de hausse. C'est le cycle héliotiste complet. Maintenant, il y a deux options. Soit c'est déjà terminé, elle est ce qu'on appelle en invalidation, elle échoue au contact du sommet de la 3, et là c'est terminé, et les indices boursiers européens vont retracer. Soit les indices boursiers européens, par miracle peut-être, s'ils échappent à cette tempête du secteur bancaire US, eh bien, il y a une cible théorique en cas de dépassement par le CAC 40, et donc ça c'est vraiment si on évite la récession, c'est pas gagné, mais en cas de dépassement des records sur le CAC 40, la cible ici, ensuite ce sont les 7900 points. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ce scénario qui serait trop bullish. Je reviens ici maintenant en données hebdomadaires sur le cours du CAC 40, où vous voyez qu'en fait on a fait une cible. Moi je vous avais expliqué à l'époque que si on sortait par le haut de ce range, on visait les records historiques, ça vient d'être fait, et maintenant regardez sur quoi on est. Vous avez ici, en cours de clôture, l'ancien record historique, donc la cour de clôture c'est la bougie, les 7200 points. Là nous sommes donc en journalier, voilà l'effet du choc bancaire aux États-Unis. On est revenu travailler ces 7200 points. En fait, il y a un potentiel. Si on casse les 7002 et la moyenne mobile à 50 jours, on va à 6008. C'est ça, c'est vraiment le risque actuel. Il y a ici un espace de vide. D'ailleurs, si j'ajoute les enseignements du système Ishimoku, on voit que ça correspond aussi à la Tenkan-sen. On voit parfaitement qu'en cas de rupture de ces 7200 points, le potentiel de retracement est d'au moins 300 à 400 points sur le CAC 40. Donc attention au CAC 40, à bien gérer votre risque en utilisant soit la Tenkan-sen en données hebdo du système Ishimoku, ou ici les 7200 points de chartiste ou la moyenne mobile à 50 semaines. Je vous parlais tout à l'heure de l'Eurostoxx 50 qui est le benchmark parce que c'est le contrat à terme le plus tradé. Vous avez exactement la même dynamique. Le marché revient sur sa moyenne mobile à 50 jours. Je vous avais montré à l'époque ici cette vue de marché, j'en suis assez content. Je vous avais proposé une sortie par le haut ici de wedge, on en est sorti par le haut. La cible, c'est de rejoindre la partie haute, c'est quasiment fait. En fait, il existe sur les indices boursiers européens, un scénario de retracement qui pourrait être ça. On reviendrait tester ce niveau avant de repartir. Donc, il faut faire attention avec cette mise sous pression des indices US que les indices européens. Par contre, effectivement, moi je pense que revenir ici, sur l'Eurostoxx 50, ce serait un point d'entrée à l'achat intéressant. Et ce qui correspond, en fait, ce qui correspondrait sur le cours du CAC 40 à un retour au contact des 6800, 6900 points. Mais pour le moment, ça tient. Donc ça fait partie ici. Ici, c'est un seuil très important à surveiller. Pour le DAX, alors le DAX, je vous ai aussi démontré que c'était la composition sectorielle qui lui avait permis de revenir et de réintégrer le DAX en données hebdomadaires, à réintégrer le seuil de rupture baissière ici du déclenchement de la guerre en Ukraine. Mais pour le DAX, un scénario qui est possible aussi, c'est de revenir s'appuyer ici sur ce niveau, on voit bien la base ici très importante, de revenir s'appuyer sur ces 4800 points avant de repartir en tendance haussière. Mais dans l'immédiat, vous avez donc le soutien ici, les 15002 de la Tenkan-sen en données hebdomadaires ici du système Ishimoku, qui pour l'instant tient le marché. C'est la moyenne mobile à 50 jours. En fait, concrètement, pour l'ensemble des indices boursiers européens, pour le cadre très court terme, là, ce début de semaine, si je devais retenir un indicateur technique, surveiller sur le DAX, le CAC 40 et l'Eurostoxx 50, la moyenne mobile à 50 jours. Tant que le marché la tient, on peut avoir cette espèce de latéralisation dessus. Si jamais on casse cette moyenne mobile, je vous ai montré qu'il y a plusieurs centaines de points de retracement possibles et qui ne seront en fait qu'un retour sur support légitime, un retour à la moyenne légitime, alors que la phase haussière des indices boursiers européens a été trop verticale et jamais suffisamment retracée. Mais typiquement, si le DAX vient à 4800 points, je pense que c'est un niveau qui stabilisera le marché, qui sera en première intention acheté. Bon, enfin voilà. En tout cas, les 4800 points sont la traduction de ces 6800 points sur
le cours du... Maintenant, on va reprendre l'Eurostock 50. Le scénario le plus bullish qui soit. Je vais vous montrer le scénario le plus bullish qui soit pour le moyen long terme. Si on échappe à la récession, si on échappe à une faillite en série à cause du bank run, l'objectif que visent tous les gestionnaires en Europe, ce sont les records de l'année 2007 sur l'Eurostoxx 50 qui passe à 4600 points. Mais quand bien même ce serait vraiment le scénario positif, l'inflation recule, les taux d'intérêt cessent de monter et on échappe à la récession, vous voyez, ça fait beaucoup quand même de... Et l'économie mondiale reste en croissance. Le scénario le plus bullish pour l'Eurostoxx 50, ce serait de revenir travailler cette zone et ensuite de repartir en direction de ces records de 2007. Mais en amont, moi je me dis quand même qu'il y a une possibilité de retour sur ces supports qui sont quand même à un niveau en dessous ici sur la plupart des indices boursiers européens. Et donc le pauvre SMI, lui, c'est vraiment pas de chance. Il n'a jamais dépassé de résistance. Vous avez ici la représentation graphique en données hebdomadaires du SMI. Malheureusement, il reste, regardez, c'est tellement propre. Vous avez ici le niveau sur le SMI du choc avant le décrochage de la crise sanitaire. Donc on était bien en février-mars 2020. Eh bien regardez ce niveau horizontal, le marché reste en dessous. Donc le SMI reste en bear market tant qu'il se maintient sous cette résistance des 11 300 points. Maintenant, quel serait un support pour revenir sur le SMI? Écoutez, c'est le niveau des 10 000, 10 300 points. Alors, il y a une zone intermédiaire, un support intermédiaire sur les 10 650, 10 700. Mais finalement, les deux grosses bornes sont les 10 300 points, 50% de retracement de toute cette phase de hausse, et les 11 250, 11 300 points. C'est vraiment, si vous voulez, pour que le SMI fasse comme pour le CAC 40 ou comme le DAX, c'est ce niveau à dépasser, et là, il reviendra sur ses plus hauts. Mais sous les 11 300 points, le SMI reste clairement en difficulté. Voilà, chers amis, écoutez, ainsi s'achève cette petite masterclass sur les indices boursiers européens et avec donc une partie tuto TradingView. J'espère que ça vous a plu, ce petit combo. J'essaierai de le faire de temps en temps. Maintenant, prudence avec l'actualité. Les indices américains sont sous pression. Et n'oubliez pas aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans les indices européens, le secteur bancaire a un point important. Et si les indices européens devaient retracer, comme là je l'ai mentionné possiblement, ça serait, je pense, du fait d'une mise sous pression de ces valeurs bancaires, avec donc l'affaire de la Silicon Valley Bank. À suivre. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, merci beaucoup pour vos likes et passez une excellente semaine. Merci à tous.